L'OTR, on n'en parle pas souvent, ou on n'en parle pas suffisamment. On n'en parle pas souvent, ou on n'en parle pas suffisamment. Mais, à partir du moment où elle commence par en faire trop, on va ouvrir les dossiers. C'est pas qu'on ne les voyait pas. On les voyait. On les voyait. On voyait l'enrichissement indécent des responsables de l'OTR, des commissaires, de leurs femmes, de leurs maîtresses. On connaît leurs acquisitions. Les appartements, l'argent qu'ils envoient à Dubaï, ce qu'ils transfèrent au Canada. On connaît tout ça. Les biens qu'ils achètent aux États-Unis. Et ce n'est pas leur salaire de commissaire des impôts ou des douanes ou de commissaire général qui leur permet de faire toutes ces acquisitions. On savait tout ça. On regardait. Mais du moment où ils sont en train de mettre leurs genoux sur le cou des Togolais et qu'ils ont commencé par faire un peu trop, écraser les gens, bon ben, on va casser les papous. Comme ça, les Togolais, chacun aura une idée de ce qu'on fait avec leurs impôts. Mais, avant d'arriver dans le fond du sujet, je vais vous jouer quelques audios de quelques compatriotes, des Togolais d'un certain âge, des gens qui le mois dernier, la fin du mois dernier, sont allés dans des banques pour percevoir leur salaire ou percevoir leur pension. C'est des gens, pour la plupart, qui étaient sous prêt. Pour percevoir leur salaire ou percevoir leur pension. C'est des gens, pour la plupart, qui étaient sous prêt. Comme on le dit généralement à Lomé. Généralement, les fonctionnaires disent « je suis sous prêt ». Et ces gens ont eu la désagréable surprise. Ils vont à la banque pour percevoir leur salaire et ils constatent qu'on a prélevé de l'argent. Et les gens en ont sur le cœur. Les gens se sont exprimés dans plusieurs groupes. Mais ce que je vais vous jouer, c'est quelques retraités. Parmi eux, il y a des corps habillés dedans. Et vous allez voir, vous allez les écouter. Et vous allez voir la détresse des gens. Et vous allez avoir une idée de la détresse des Togolais. En tout cas, des fonctionnaires togolais. C'est quelques amis qui ont piqué ces audios dans des groupes qui me les ont envoyés. Mais je vais les partager avec vous. Je sais que certains parmi vous ont déjà écouté certains audios. Mais je vais partager avec vous ces audios d'indignation avant d'entamer le fond du sujet de l'OTR. La partie que je vais consacrer à l'OTR aujourd'hui, ce n'est que la première partie. J'avais beaucoup de documentation sur l'OTR quand j'étais au pays, notamment la charte de l'OTR, tout. Mais bon, comme j'ai dû prendre mes jambes au cou, j'ai laissé toute cette documentation quelque part. Donc, je n'ai pas les documents avec moi, mais le peu d'informations qu'on a, on va en parler. Donc, écoutez les audios. Le panel, bonsoir. J'ai écouté les deux intervenants là. Je crois qu'ils doivent être des hommes habillés, des militaires ou des soldats. Bon, non, moi je suis civil et je suis enseignant. Je suis directeur de CG, je suis à la retraite. Oui, effectivement, ce que vous dites est avéré. Parce que je suis allé aussi pour prendre ma pension. Elle est diminuée de 12 000. Et j'ai approché le chef d'agence. Bon, donc c'est Aura Bank Sudouwa. Et on m'a fait savoir que c'est l'OTR qui nous a prélevé. Et nous qui sommes sous prêt. Je crois que quelqu'un qui fait prêt, c'est qu'il est dans des problèmes. Et maintenant, l'OTR va davantage nous enfoncer
les pieds et les mains dedans, c'est pas possible. Sincèrement, c'est l'OTR. Or, tout ce que nous savons, c'est que les banques sont redevables à l'OTR. Les banques payent l'OTR. Mais maintenant, pourquoi on va maintenant chez les clients des banques pour les prélever individuellement? C'est avéré, hein? Ce n'est pas faux. Ce que les deux collègues, mes deux prédécesseurs ont dit, ce n'est pas faux. Je dis que je suis enseignant, directeur de CG et je suis à la retraite. Moi aussi, j'ai constaté ça, mais j'ai approché le chef d'agence. Il m'a confirmé que c'est l'auteur qui nous a prélevé. Tout le monde, si les autres n'ont pas senti, bon là, c'est qu'ils n'ont pas de prêt. Ceux qui ont des prêts, c'est ce qu'on nous a expliqué, on leur prélève ça. Mais bon, où allons-nous? Bon, si quelqu'un a fait un prêt, c'est parce qu'il a des problèmes qu'il fait un prêt pour résoudre ces problèmes. Et maintenant, on va l'enfoncer davantage dans des problèmes. Ah non. Bon, ok. Merci. Voilà ma version. Ça, celui qui veut, je peux témoigner, je suis à Soutouwa ici, on peut aller à Orabank chez le chef d'agence où je me suis renseigné et il va dire exactement ce qu'il m'a dit. Bon, merci, bonne nuit, que cette nuit se passe bien et qu'on se réveille demain en bonne santé. Ça c'est le premier audio. Vous m'excusez, hein, je veux partager ça avec vous. Il y en a au moins 5 que j'ai gardés. Bonsoir les camarades anciens. J'interviens par rapport à un problème de... Je ne sais pas si beaucoup ont eu ça, ont eu le même cas que moi. Surtout les gens de Orabank. Il se fait qu'au virement de la dernière fois, avant-hier, j'ai constaté qu'il y a 10 000 qui ont été coupés sur ma pension. Il fallait que j'aille aux nouvelles. Et ce matin, je me suis porté à Orabank. Là-bas. Mais dès que j'étais arrivé, il y avait aussi beaucoup d'autres anciens pour le même cas. Mais dès que j'étais arrivé, il y avait aussi beaucoup d'autres anciens pour le même cas. Il y a une dame que Orabanka, comment dirais-je, a laissé à la porte pour nous attendre, ça pour accueillir ces gens-là qui sont dans le domaine en fait. Et il s'agit de quoi? On nous dit que c'est nous, tous ceux qui ont eu à contracter des prêts, que ça soit prêt scolaire ou bien que ça soit prêt personnel, nous devons à l'OTR. Et c'est l'OTR qui a fait couper ces 10 000. Donc vraiment, je suis obligé de porter ça à vos connaissances. S'il y en a qui sont dans le cas, sachez que c'est comme ça. Sachez que c'est comme ça. Pour quelle raison l'OTR coupe dans le prêt, je ne saurais vous expliquer. Merci beaucoup. Les coupeurs de l'OTR, il dit qu'il y a une 10 000 qu'on a coupé, il y a une 10 000. Bonsoir les camarades, bonsoir, comment? Et chez vous? Bon, et c'est pas pourquoi tu devais rentrer, couper de l'argent des anciens, qui ne se peut même pas. Quelqu'un qui prend 15 000, ou bien 20 000, ou bien 30 000, il prend 8 000 par semaine. Ça va les retirer combien? Et il va bénéficier sa famille.
Pourquoi que les anciens gagnent? Avant de couper ça, et là, contacté le chef d'État pour lui dire que bon, je voulais couper l'argent pour les anciens, et là, il te dit de couper ou bien comment? Bon, parce que ils donnent, bon, les gens n'ont pas unis. C'est ça qui amène des problèmes. Vraiment, si les gens étaient unis, ce problème-là, vraiment, les gens vont chercher la route. Pour intervenir, pourquoi couper les anciens? On prend ça ne suffit même pas. Les gens n'ont pas trouvé de l'argent pour loger. Parce que les gens prennent 15 000, ou bien les gens qui sont depuis dans les anciens temps, qui gagnent 15 000, ils sont dans les prêts encore, on le coupe comme ça va rester. Donc ils vont aller voir la banque et retourner à la maison, ou bien comment. Donc les gens n'ont qu'à faire attention. Donc ce problème-là, on doit voir les autorités ou les chefs d'état-major pour aller intervenir sur des prix de président pour voir réellement c'est lui qui doit l'ordre de couper. Merci. Il est fâché contre le commissaire Chaudier. Il dit qu'il faut aller voir le chef de l'État. C'est les anciens combattants, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si tu as fait le prêt à la banque, prêt même coupe, banque ne coupe les prêts, ton argent, et tu reçois coupe. C'est-à-dire que tu as trouvé une arme pour tuer les anciens. Tu as trouvé une arme pour tuer les anciens. Et le voir vivre là, il n'a pas content. C'est pourquoi c'est le moyen pour le tuer. Tu fais une prêt, après tu coupes, et tu coupes. Si tu gagnes 50 000, ou bien 20 000, ou bien 30 000, on coupe tout ça là, ça ne te reste pas pour nourrir les familles. Ça fait prêt avec son calcul. Si c'est que je gagne 30 000, je fais une prêt, une coupe. Après ça me reste un mois 20 000, ou bien 15 000. Ça me sert pour vivre avec ma famille pendant les années que les prêts vont finir. Lui vient rentrer dedans, il saute encore tout ça, ça va rester quoi? Donc on n'a rien. Si les prêts fait 36 mois, ou bien combien de mois, tu vas vivre, tu ne vivras plus. Tu seras là, ou bien tu vas vivre. Mes chers amis, si on se tue, c'est nous qui va mourir avec nos familles. Si on se tue, on ne dit rien. Ou bien on t'a rassemblé, on va voir le chef d'état-major pour le voir. Qu'est-ce que ce problème-là, c'est quoi? Ou bien c'est pour l'éliminer. Tu as fait l'armée, tu n'as pas mort. Maintenant, on trouve les moyens pour te tuer. Ou bien comment? Les gens qui sont coincés là-bas, à ta le temps de mourir un à un. Tu as la chance de vivre, qui vient maintenant, l'autre arme se trouve, tu t'attends à la maison pour te tuer, ou bien comment? C'est la question, moi, je demande. On l'a mis au monde avec l'argent, ou bien comment? Ce qui m'a dit ça, ses amis, c'est ça. Comme les gens n'ont pas unis, les gens cherchent de l'argent, ils ont aussi saboté. À cause de ça, ça ne marche pas au Togo ici. Merci. Bonsoir le panel, bonsoir les chefs, bonsoir les autorités. Mais affaire d'occuper de l'argent dans les banques, ou bien on dit Eurobank, je ne sais pas si Eurobank servait comment là. Je ne sais pas si c'est tout le monde, ou bien c'est les anciens, celles qui sont ils sont en train de couper. Bon, actuellement, il n'y a pas un civil qui a dit que oui, si on les a coupés. Parce que tout le monde a droit à un prêt. Maintenant, je ne sais pas si c'est tout le monde ou bien si c'est les anciens seuls. Si c'est les anciens seuls, ou bien c'est comment, on ne sait pas. Quand on fait le prêt, là, pourquoi on fait le prêt? Parce que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts et que tu veux faire le prêt pour au moins
joindre ici, maladie de gauche à droite, paralysie, les élèves, les quoi. Maintenant, quand tu fais le prêt, ils te coupent. Mais auteur cherche quoi? Il s'ingère dans l'affaire de coupure des gens à la banque. Auteur cherche quoi? Auteur cherche quoi? Ça là, c'est vraiment... Ça là, c'est vraiment une affaire que ça ne peut pas marcher comme ça. Tu fais prêt, on te coupe là-bas. Maintenant, hôtel aussi vient te couper. Et on dit que dans 2 semaines, ça fait 8 000. 2 semaines, 8 000. Donc, un mois, ça fait 16 000. Donc, l'argent que tu as fait, tout ça comme ça, là, donc, c'est pour eux, ça, pour un mois, ça fait 16 000. Et la banque même, comment ils te prélèvent? Regardez, donc ce n'est plus la peine de faire. Ce n'est pas l'argent de ceux qui veulent faire prêt que si tu devais construire ce pays-là, moi j'appelle seulement son nom directement. Si tu devais construire ce pays-là, ce n'est pas l'argent des prêts des gens qui vont s'asseoir sur ça pour construire ce pays. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Trop, c'est trop ça. Parce qu'un de nos anciens a parlé ça comme ça, on l'avait critiqué. On a dit que peut-être c'est 8 000 là, c'est peut-être sous forme de... quand tu veux faire prêt là, ce qu'on enlève, peut-être c'est à cause de ça ou bien un truc comme ça, on enlève une fois ça comme ça. Mais on dit que dans 2 semaines, 8 000, 2 semaines, 8 000. Mais donc, ce n'est pas la peine de faire le prêt. Il veut construire le pays là, ce n'est pas l'argent des gens des prêts. Exactement, on ne sait pas si c'est les ancêtres ou bien comment. Moi, je m'adresse seulement aux anciens. Quand je parle sur ce panel-là, je m'adresse seulement, pour le moment, je m'adresse aux anciens. Ils n'ont pas bien vu que ça ne peut pas se passer comme ça. Parce qu'il n'y a pas, pour le moment, un civil n'a jamais dit que c'est comme ça. Donc, on ne sait pas comment ça se passe. Donc, mais si tu dis, s'il veut construire ce pays-là, ce n'est pas l'argent des anciens qu'il va prendre pour construire ce pays. Lui-même, il a son argent. Là. Il n'a qu'à investir sur ça demande. Ça veut dire quoi? On n'arrive pas à joindre les deux bouts avec nos miettes et tu vas aller faire prêt pour faire et à mon moment, pas la belle, mais il faut encore tailler leur argent. Ça veut dire quoi? Qui l'a dit ça? C'est le père qui l'a dit ça, non? Bon, ça c'est bien ça. On verra. Il n'y a pas de problème. Ils aura continué leur affaire. Ça c'est quoi ça? Non, mais c'est quoi? Et sans avertissement, on ne dit rien à personne. Et aujourd'hui, les haches, ça tombe seulement. Pourquoi? À qui on avait dit que si vous voulez faire les prêts là, à la banque, on va vous prélever comme ça. On va prélever comme ça. Et pour voir les contrats tenus, que si les gens disent oui, ça peut aller ou ça ne peut pas aller. Et maintenant, tu vas ta solde, descendre 10 000. Et moi, ça, c'est quoi ça? Et nous, les anciens qui souffrons, que ça ne suffit pas, on nous hache encore. C'est quoi ça? En tout cas, ceux qui sont proches de lui, là, ils n'ont qu'à le dire. C'est tout. Bonne nuit. Voilà. C'est des audios de détresse. Des audios de détresse. Vous avez compris que c'est des anciens combattants. C'est sur une plateforme des anciens combattants. Ils sont des audios de détresse et d'indignation. Et les gens se posent des questions sur la légalité, l'opportunité et l'utilité de ce prélèvement ou bien de cette commission que le TR a commencé par prendre sur les prêts à la fois des salariés et des gens qui sont à la retraite. Je replante le décor. Depuis la fin du mois dernier, le mois d'octobre,
ceux qui sont allés à la banque pour percevoir leur salaire ou leur solde, parlant des militaires, et qui sont sous prêt, comme on le dit chez nous, ont constaté qu'il y a eu des prélèvements sur leur bulletin de solde ou de paye. À certains endroits, c'est 8 500, certains, c'est 12 000, vous l'avez entendu, certains, c'est 6 000, sans que, au départ, personne ne soit informé. Alors, lorsque les gens ont constaté ces différentes manipulations sur leur compte, ils sont retournés dans les banques pour poser la question aux banquiers, aux gestionnaires, pourquoi vous avez pris 8 500 sur ma solde, pourquoi vous avez pris 8 500 francs sur ma pension, pourquoi vous avez pris 12 000 francs sur mon salaire. Et aux banquiers de leur dire que depuis quelques temps, disons quelques semaines, l'OTR a imposé de nouvelles taxes sur ceux qui ont fait des prêts dans les banques et dans les établissements de microfinance. Et que c'est cette nouvelle taxe-là qui leur a été imposée. Alors, ça fait plus d'une semaine que cette affaire court dans l'opinion, que des témoignages s'accumulent, témoignages à la fois des fonctionnaires civils, que des fonctionnaires militaires, que des pensionnaires. Jusqu'à ce jour, l'OTR n'a pas fait un communiqué pour dire, effectivement, c'est nous qui avons ordonné qu'on prélève de l'argent sur les crédits des gens, ou c'est pas nous, ou ce sont les banquiers qui, de leur propre volonté, sont en train de prélever l'argent sur les salaires des gens. L'OTR n'a rien dit, c'est l'omerta totale, c'est le silence. Et pourtant, nous savons qu'en matière de gestion et en matière d'application de la loi de finances, quand on instaure une nouvelle taxe en cours d'exécution de l'année budgétaire, on peut faire un correctif budgétaire. Ou, on va à l'Assemblée nationale, on obtient l'autorisation de l'Assemblée nationale pour faire un correctif budgétaire. Ou, on prend des dispositions, on prend de façon dérogatoire une disposition et on informe la population en disant le pays est en difficulté et nous sommes bien obligés pour régler cette difficulté d'imposer une nouvelle taxe. À ce jour, personne n'a rien dit à personne. Aucune communication n'a été faite. Les gens se sont levés le matin pour aller à la banque, pour chercher leur salaire et se rendre compte qu'on leur a fait des prélèvements. Ceux qui viennent de parler sont des anciens combattants. Vous avez écouté leur langage, comment ils sont en détresse. Les gens, certains disent qu'ils prennent 15 000 francs comme pension de retraite. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. D'autres disent qu'ils prennent 25 000. Et si on leur enlève 10 000 ou 12 000, vous imaginez ce qui leur reste. Et pourtant, nous savons que, avant de faire un prêt, moi je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais pris un seul franc dans une banque, mais nous savons qu'avant de faire un prêt, c'est tout un processus. Pour qu'une banque ou une microfinance vous accorde un prêt, vous avez des garanties à déposer. Vous payez des timbres. Il y a une assurance que vous payez. Si je me trompe, ceux qui sont dans les commentaires, vous pouvez me dire. Mais je sais que, avant de faire un prêt, il y a certaines garanties qu'il faut apporter. Il y a l'assurance qu'il faut payer. Il y a les timbres fiscaux. Donc, il y a déjà des timbres qu'il faut payer. Et un timbre, c'est l'OTR qui empoche ça. Il y a des timbres qu'il faut payer. Il y a la banque même qui prélève je ne sais quoi. Il y a des intérêts, merci beaucoup, à payer pour le prêt. Et donc, voilà, il y a la caution. Donc, d'où vient que, après avoir payé tout ça, avant d'obtenir votre prêt, l'OTR sort un matin pour dire désormais, nous prélevons une commission
sur des prêts dans les établissements financiers, dans les banques. Est-ce que l'OTR est devenue une agence de garantie de prêts au Togo? Ou bien comment vous l'appelez ça? Est-ce que l'OTR est devenue une agence de garantie des prêts? Voilà, il y a les frais de dossier. Est-ce que l'OTR est devenue une agence de garantie de prêts au Togo? D'où vient que l'OTR, comme un ancien combattant l'a rappelé, s'invite dans une affaire de prêts que les gens ont consenti depuis, puisque ce sont des prêts qui sont en cours. Il n'y a même pas eu, comment vous appelez ça? Ils sont en train de leur appliquer la rétroactivité de la loi. C'est-à-dire c'est des prêts qui sont déjà en cours. Les gens ont consenti les prêts depuis. Ce n'est pas maintenant qu'ils sont en train de faire les dossiers pour le prêt. Ils ont déjà fait le prêt. Et l'OTR arrive en plein chemin et leur fait des prélèvements. Alors qu'avant de faire le prêt, ils ont rempli toutes les conditions. Ils ont donné une caution. Ils ont payé l'assurance. Ils ont payé les frais de dossier. Ils ont payé les timbres. Si ce n'est pas du gangstérisme, l'OTR aurait déjà pris la parole pour expliquer la justesse et la validité de cette taxe-là qu'elle impose sur les prêts. Si ce n'est pas du gangstérisme, si ce n'est pas de la voyoucratie, depuis que les gens ont commencé par se plaindre, les fonctionnaires togolais ont commencé par se plaindre, puisqu'il n'y a pas que seulement les civils, les militaires aussi se plaignent, l'OTR aurait déjà sorti un communiqué ou s'inviter dans les médias pour expliquer pourquoi elle impose ce prélèvement sur les prêts que les fonctionnaires ont eu à faire. Il n'y a pas que les fonctionnaires. Tout Togolais qui va faire un prêt désormais, l'OTR prend une commission. Comment est-ce que c'est possible? Nous tous, nous savons pourquoi. Parce que le pays est en difficulté. Ils ont tellement bousillé l'argent public, ils se sont tellement enrichis sur le dos des Togolais, ils ont tellement bousillé les projets qu'aujourd'hui, ils sont pris par la gorge. Il faut payer la dette, il faut payer les intérêts de la dette. Donc, toutes les recettes qui rentrent, on l'utilise pour payer. Et une partie va dans les poches des dirigeants. Alors, vous allez, en écoutant les audios, vous avez entendu, la plupart des anciens combattants ont interpellé un certain Tchodié, qui est le commissaire général de l'OTR. Ce monsieur est arrivé à l'OTR, je pense, par appel à candidature à la suite de la réforme de Gaperi. Et pour un mandat, je ne sais pas si c'est de 5 ans ou 4 ans. Et depuis, il est en fin de mandat. Il est en fin de mandat, mais il est toujours commissaire général. Le commissaire des douanes, qui assure aussi l'intérim des impôts. Oui, 4 ans. Le commissaire des douanes, qui assure également l'intérim des impôts, depuis qu'on a chassé Adoui, lui aussi il est à la retraite. C'est le commissaire Essien. Il est à la retraite, mais il est là-bas. Il cumule même les postes. Tchodié aussi cumulait. Tchodié était au départ au service, au départ le responsable des services généraux. Et Adedje était commissaire général. Quand Adedje est parti, il a remplacé Adedje. Donc, son poste pour lequel il a été retenu, c'était le poste de commissaire des services généraux. Et ces gens qui n'étaient pas dans le circuit financier avant, ce n'était pas un fonctionnaire des impôts, ce n'était pas un fonctionnaire des douanes, contrairement à Essien et à Dédié, lui, il était dans notre domaine. Je pense même qu'il est passé par les affaires étrangères avant d'arriver là-bas. En quelques années d'exercice, à la tête des services des impôts, ils sont devenus aujourd'hui les hommes les plus riches du Togo. Alors que tout le monde connaît leur salaire. Nous sommes bien obligés aujourd'hui de parler de ces gens parce que le Togolais lambda qui voit sa boutique fermée par l'OTR, le Togolais lambda
qui voit son entreprise fermée par l'OTR, les gens qui n'arrivent pas à tenir, qui vont déposer les dépôts de bilan, qui ferment leurs entreprises, qui sont coulés par l'OTR. Pendant ce temps, les premiers responsables de l'OTR, ils s'enrichissent vachement. Le monsieur Tchodier là, il est devenu un multimillionnaire. Alors qu'il y a de cela 5 ans, 6 ans, 7 ans, il n'était pas du domaine de la finance. D'où lui vient cette richesse? D'où lui vient cette richesse quand il a été dit dans la Constitution que les gens devaient déclarer leurs biens? D'où lui vient sa richesse? Ils ont acheté plein d'immeubles au GTA là-bas. Ils ont construit des immeubles, acheté des terrains, des maisons partout. Ils font des transactions à Dubaï, au Canada, sur le compte de leurs enfants, de leurs femmes. Avec les impôts que les Togolais payent. Avec les impôts qu'on prend chez les Togolais qui ferment leurs boutiques. Avec les impôts qu'on prend chez les Togolais qui ferment leurs sociétés. Eux, ils s'enrichissent vachement. Parce que nous sommes dans un pays d'impunité. Parce que celui qui est à la tête du pays, qui doit lui-même être regardant et frapper les gens, lui-même il est compromis. Donc il laisse les autres faire ce qu'ils ont envie de faire. Si vous fouillez dans le quartier de GTA, Balepédo là-bas, vous verrez leurs biens, les immeubles qui poussent là-bas. Vous verrez comment ça se passe. Vous verrez comment ça se passe. Comment ces gens sont devenus immensement riches en 5 ans, 6 ans de fonction à l'OTR. Et il n'y a pas que eux seuls. À l'OTR, ils ont pris leur 2e femme, leur 3e femme, leur 4e femme qui sont à l'OTR. Provoquant un conflit d'intérêts. C'est-à-dire, ils prennent leur 2e, 3e, 4e, 5e femme à l'OTR. Et quand le moment des affectations arrive, ils font tout pour mettre leurs femmes à des postes stratégiques. Aéroport, port autonome de Lomé, telle douane, telle frontière, ici, là-bas. Et tout ça sous le regard d'un chef d'État. L'OTR est devenu une cour commune. Où parfois, on assiste aussi là-bas à des scènes de jalousie entre les femmes. Et ces femmes ne sont pas des maîtresses, c'est des femmes, c'est des secondes femmes, 2e femme, 3e femme, 4e femme, ce n'est pas seulement des maîtresses. C'est devenu un bazar total. Pour des gens qui sont déjà en fin de mandat, qui ont fini leur mandat, parce qu'ils ont été recrutés sur la base d'un appel à candidature. 4 ans. Les 4 ans sont passés, ils sont là. Certains sont à la retraite, ils sont là. Et maintenant, ils ont leurs femmes dans les boîtes. Et quand il s'agit de faire des mouvements dans les affectations, ils déplacent leurs femmes. Donc ça veut dire que le soir, quand ils se retrouvent à la maison, ils comptent l'argent. Combien toi tu as amené? Combien toi tu as amené? Combien tu as pris ici? C'est des conflits d'intérêts énormes. À l'époque de Yadema, on sait que Yadema avait des femmes. Mais Yadema faisait en sorte que dès qu'il a commencé par sortir avec une femme, il le sortait du circuit administratif. Si la femme est fonctionnaire, il le sort de la fonction publique. Il la sort plutôt de la fonction publique. Madame Dagadi, elle était un haut cadre. Madame Dagadi était un haut cadre. Mais Yadema l'a sorti. Parce que, justement, président qu'il était, il sait très bien que on ne mêle pas les sentiments à la gestion des affaires publiques. Vous-même, si vous créez une entreprise, comme
comme on sait le faire en Afrique. En Occident, ça tient encore parce que c'est réglementé par des lois. Les gens sont rigoureux. En Afrique, tu crées une entreprise et tu la gères avec ta femme. Si tu n'es pas rigoureux, demain, ton entreprise va partir dans l'air. Parce que c'est ta femme. Elle va commencer par embêter tout le monde dans le boulot. Elle ne voit pas le côté professionnel, compétence, résultat des gens. Elle va commencer par embêter tout le monde dans le boulot. Si tu es une secrétaire, ta femme va commencer par foncer la bille quand tu appelles trop la secrétaire. Quand tu es un employé qui est trop... ta femme va te créer des problèmes. C'est pour ça que dans les pays plus ou moins civilisés, dès que on découvre qu'une femme dans l'administration ou dans une banque ou dans je ne sais dans quoi a des relations avec un dirigeant, mais la femme est mise de côté. On a vu ça dans le journalisme en France. Arnaud Montebourg et sa femme, Anne Sinclair et sa femme, et je ne sais pas, il y a beaucoup d'hommes politiques en France. Léa Salamé, à partir du moment où leurs maris se sont engagés en politique, pour l'éthique journalistique, ces femmes ont été décalées. Ces femmes ont été décalées des émissions politiques qu'elles animaient. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Au Togo, l'OTR, c'est une cour commune. C'est un bazar. Ça saute les femmes. Au vu aussi de tout le monde. Ce que je dis là, ce n'est pas un secret. Ou c'est un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle. Et quand le moment des affectations arrive, on fait tout pour positionner les femmes à des postes stratégiques. Et il n'y a personne pour mettre de l'ordre dans tout ça. Quelqu'un me dit que ça existe aussi à la sûreté. Donc vous avez un commissaire général qui est devenu multimillionnaire ou milliardaire, je ne sais pas. Ces femmes aussi sont millionnaires parce qu'il a mis ces femmes partout. Donc à gauche, à droite, on ramasse de l'argent, on cumule de l'argent. Et quel argent? L'argent qu'on vient prélever chez les Togolais. L'argent pour lequel on ferme les entreprises togolaises. L'argent pour lequel on étouffe les Togolais. L'argent pour lequel on pourchasse les Togolais. L'argent pour lequel on va prendre des commissions sur la pension des retraités, sur la pension des fonctionnaires, sur la pension des militaires en retraite. En Europe, aux États-Unis, quand les gens payent les impôts, ils savent ce qu'on fait avec les impôts. Donc ils ne sont pas trop regardants. En Suède, parfois, quand tu reçois ta fiche d'impôt et que tu te rends compte que tu dois encore plus à l'État, c'est toi-même qui te rends au service des impôts pour verser ce que tu dois à l'État. Parce que tu sais que cet argent, on l'utilise pour développer le pays. On fait les routes, on construit les ponts, on fait les autoroutes, on construit les écoles d'excellence, on construit les universités, on construit les centres de santé, on construit les hôpitaux, on construit les parcs d'aération, on donne des bourses aux élèves, on donne des bourses aux étudiants. Et donc, les gens payent les impôts sans serrer la mine. Au Togo, les impôts qu'on prélève servent à enrichir une minorité. Les impôts qu'on prélève au Togo servent à enrichir vachement une minorité. Et personne ne dit rien. En plus, ce sont des gens qui sont là, dont les mandats sont finis depuis. Vous avez tellement d'entrepreneurs au Togo qui ont fermé boutique. Vous avez des sociétés qui ont mis la clé sur le paillasson à cause de l'OTR. Je ne dis pas que qui vit dans l'hôpital, je ne sais pas comment on dit, qui travaille à l'hôtel ne vit pas dans l'hôtel. Je ne le dis pas. Même dans les grandes sociétés, quand vous faites des comment on appelle ça? Vous faites des recettes records, il y a des primes d'activité. Il y a des primes qu'on accorde aux gens. Mais comment se fait-il que des gens qui sont arrivés à l'OTR, alors qu'ils n'avaient pas une fortune, ils sont devenus des multimilliardaires
en 4 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans d'exercice, et leurs femmes avec. Et on nous parle de la lutte contre la corruption dans ce pays, de la transparence. On nous dit, dans ce pays, qu'il y a des organes de contrôle. Et ces organes de contrôle ne voient pas tous les immeubles qui poussent à Lomé, les terrains que les gens achètent, les transactions avec de l'argent qui sort du pays. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, je vais partager ça avec vous. J'ai eu tellement de messages de détresse. Voilà. Quelqu'un me dit, nous les entrepreneurs dans ce pays, nous sommes tous endettés. L'OTR prend tout ce que nous avons. Nous les entrepreneurs de ce pays, nous sommes tous endettés. L'OTR prend tout ce que nous avons. Au-delà, les banques ne nous soutiennent pas. Imaginez, j'ai demandé des prêts à des institutions pour des marchés. Je n'ai pas été soutenu. Il y a quelqu'un qui dit, je peux vous expliquer comment la NARC est organisée par les agents de l'OTR. Écoutez-moi très bien. Comment la NARC est organisée par les agents de l'OTR. C'est surtout sur les redressements qu'ils s'enrichissent énormément. C'est surtout sur les redressements qu'ils s'enrichissent énormément. Ils organisent une vérification générale de comptabilité, ce qui est normal. Maintenant, après la vérification, ils exposent le draft des conclusions de leurs travaux au contribuable ou à son conseil, c'est-à-dire son avocat. C'est l'étape des négociations pour voir dans quelle mesure ils peuvent réduire le montant afin que le contribuable paie par exemple sur 10 millions, 2 millions, 3 millions à l'OTR. Et quand on arrive à la conclusion, à ces conclusions, qui permet au contribuable de payer 2 millions ou 3 millions à l'OTR en lieu et place de 10 millions, le contribuable derrière, il donne à ses inspecteurs 2 millions ou 3 millions aux inspecteurs qui sont venus faire la vérification en complicité avec leur chef hiérarchique. Pour les pénalités de recouvrement et assiettes ainsi que les taxes d'office des boutiques, des magasins qui ne se sont pas fait déclarer. Donc, quand on parle de 10 millions, ça c'est la somme minimum. Imaginez qu'ils aillent faire des redressements à des gens qui doivent des milliards. Et ça s'est passé dans la zone portuaire avec des Libanais. Des gens à qui on a fait des redressements de 17 milliards, de plusieurs milliards. Et après, ils ont fait des négociations, des trucs qu'ils ont trouvés. Et après, les inspecteurs, les responsables de l'OTR se sont sortis avec des milliards que ces Libanais ont virés sur leur compte à l'extérieur. Il y a un ancien commissaire de l'OTR qui a failli se faire déposer par un juge à Lomé. Quelqu'un de très en vue. Il a passé des moments en sueur pour une fraude dans le bureau du juge. Il a rencontré un juge d'instruction téméraire. Son avocat a tapé sur la table partout. Le juge était sur le point de le déposer quand on a dit de le laisser. Après, cette personne a de grandes responsabilités politiques. Et le juge, après, a été sauté de son poste. Parce que les faits étaient tellement flagrants. On va faire des redressements des Libanais, ou je ne sais pas, tous ceux qui sont dans la zone franche, tous ces gens-là,
Après, on trouve des négociations bidons. L'État prend juste une petite partie. Et puis après, on envoie l'argent sur les comptes à l'extérieur. À Dubaï, au Canada, sur les comptes parfois des enfants. C'est à ça que servent nos impôts. C'est à cela que servent nos impôts. Et donc, les gens de l'OTR, pas tous. Et quand on dit ça ici, on ne dit pas aux gens de ne pas payer les impôts. Nous ne sommes pas en train de dire aux Togolais de ne pas payer les impôts. Un citoyen normal, un citoyen qui est dans son pays, doit payer des impôts. Nous ne disons pas aux gens de ne pas payer des impôts. La problématique que nous posons ici est de savoir à quoi servent nos impôts. À quoi servent les impôts que nous payons? Pourquoi on nous en demande davantage? Pourquoi on nous demande plus? Pourquoi on nous en demande encore plus? Pourquoi on ferme nos boutiques? Pourquoi on ferme nos magasins? Pourquoi on ferme nos entreprises? À quoi servent les impôts que nous payons? Si ça doit servir à enrichir une minorité et leurs femmes qui sont dans le même service, c'est ça la problématique. Un bon citoyen doit payer ses impôts. Un bon citoyen doit payer ses impôts. Mais si on paye l'impôt, à quoi ça sert l'impôt que nous payons? Si ça doit servir à enrichir des bandits qui se promènent en ville avec des voitures de 80 millions, 100 millions, pendant que nous on ferme nos boutiques, nos petites boutiques. Et ces gens passent pour nous larguer. Nous fermons nos petites boutiques, on ferme nos petits magasins, on ferme nos petites sociétés. Pendant que ceux qui doivent verser cet argent dans les caisses de l'État l'utilisent à leurs propres besoins, achètent de grosses voitures et passent devant nos boutiques fermées. Donc, est-ce que nous devons continuer par payer des impôts pour enrichir cette minorité-là? Le débat est ouvert. Cherchez autour de M. Tchadier, vous allez entendre beaucoup de choses. Cherchez autour des autres commissaires, vous allez entendre beaucoup de choses. Comment les gens s'enrichissent énormément, insolemment, vachement, dans un pays où on pousse les entrepreneurs à fermer les portes. Des gens qui sont partis de rien du tout sont devenus des multimillionnaires en étant juste des agents de l'État. Monsieur Tchadier, tous les inspecteurs qui sont là-bas, ils ne sont pas des hommes d'affaires. Leurs femmes non plus qui travaillent aux impôts. Mais elles ont des biens partout. Ils sont plus riches que les hommes d'affaires. Ils sont plus riches que les entrepreneurs. Alors que leur salaire, c'est peut-être 2 millions. C'est 2 600 000. C'est 500 000. C'est 800 000. Comment est-ce qu'on peut devenir milliardaire en percevant un salaire de 2 millions par mois pendant 4 ans? Comment est-ce qu'on peut devenir milliardaire en percevant 5 millions par mois pendant 4 ans? Donc, les anciens combattants qui sont en train de parler dans ces audios-là, c'est normal qu'ils touchent Tchadier, parce que c'est le responsable immédiat de l'OTR. Mais il faut qu'il remonte à Faure Gnassingbé. Parce que Faure Gnassingbé, qui est le plus renseigné du Togo, qui a les informations sur tout le monde, ne peut pas ne pas savoir que M. Tchadier et tous les inspecteurs qui sont à l'OTR s'enrichissent vachement. Il ne peut pas ne pas le savoir. Si le sait, il ne dit rien, c'est que lui aussi, il a sa part.